Mais moi, ce qui m'est arrivé, ma soeur avait une copine, la fille Alaoua, qui était brillante, mais brillante. Hein. Et son père, il avait quasiment le monopole des boucheries sur le quartier arabe à Constantine-Galette. Et j'allais avec ma soeur. Dès le jeudi après-midi, ma soeur m'amenait, puisque ma mère travaillait, m'amenait avec elle. Là-bas, on n'était pas là, ma mère m'amenait avec elle. Et j'allais chez la fille. Ils habitaient dans le quartier arabe à Constantine, dans la Médina, maison, comme toujours, maison arabe qui ne payait pas de mine de l'extérieur, puis qui était avec le jet d'eau au milieu, c'était beau comme tout. Et puis elle m'amenait. Et puis un jour, j'arrive avec ma soeur, la Chaïb, la vieille fille. Le petit, il sort. Ma soeur dit, tu vois, maintenant il est grand, il ne va plus dans le quartier des femmes. Et cette fille brillante, la puberté, le haïk et le voile, en troisième. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, se dit ton père va te marier, tu vois. Elle était en troisième. Brillante, elle avait eu. À l'époque, il y avait les prix, vous savez, les prix d'excellence. Tu vas plus. Mon père, dont le père de cette fille était le client, enfin, mon père avait comme client le père de cette fille, il va le trouver. Et mon père était revenu, je suis écœuré. Alors oui, il m'a dit que je vais faire. Monsieur Léonce, c'est mon père. Je voudrais le faire moi, mais à cause des autres, il faut qu'elle porte la voix. Vous voyez la profondeur du... C'est important ça. Ça, c'est là qu'on voit les choses. C'est là qu'on voit les choses. Et cette fille, elle n'a pas été. Alors après, quand on voit les photos de lycée, c'est vrai qu'il y a des petites arabes à la génération de ma femme, elles étaient 3 ou 4. Mais c'était des filles de docteurs ou de pharmaciens, des gens qui avaient quasiment jeté le voile, qu'à de le dire, qui avaient fait le pas. Mais c'était la minorité, parce que c'était le blocage total. C'était un blocage total. Et là, les notables, tenez, moi j'en veux assez notables. Mais je sais que je vois de temps en temps les fils de Boualem, là. Mais une fois, j'en avais discuté avec des filles, ils me disent, ah, tu dis ça. J'ai dit, mais écoute, mon pauvre, on a choisi la France. J'ai dit, oui, ils avaient choisi la France. Mais moi, si j'avais à choisir, j'aurais choisi l'Algérie. J'ai pas eu à choisir. Et si tu avais choisi l'Algérie avec moi, comme il fallait le penser, tu serais pas là. Tu serais là-bas de l'autre côté, on construirait notre pays. Et oui, et c'est tout. Ils ont joué les trucs. Moi, j'ai un copain, bon, c'est vrai que j'avais au lycée, dans ma classe quand même, c'était les garçons, nous étions 44 à l'époque, et les professeurs ne faisaient pas de dépression. 44, sur les 44, non, on était 44. Sur les 44, j'ai les photos, moi j'ai les preuves, j'ai les photos. 44, il y avait, pour vous situer Constantine, il y avait 8 à 10 petits arabes, une dizaine de petits juifs, et le reste c'est les petits européens. Donc vous voyez la proportion, souvent brillant, puisque dans la classe où j'étais, le prix d'excellence se disputait entre eux. C'est assez amusant. Djidjeli qui est un petit arabe, Attali Francis qui est un petit juif, et Pierre Boucher qui était un européen. Ils disputaient entre eux la première place, ils disputaient, c'est très bien. Et ben, c'était le partage. Et le Djidjeli en question, qui a fait parce que lui était neutre, il disait rien. Quand on a les autres qui faisaient le FLN, etc., il était neutre derrière. L'Algérie algérienne l'a gardé. Il a terminé sa carrière comme super, je ne sais plus trop quoi, en Algérie. Et un jour, il me téléphone, il était à Paris. Ah, Jean-Pierre, viens me voir, oui, je veux venir te voir. Il dit, mais que tu es à Alger? Je lui dis, je ne vais pas à Alger. Il me dit, mais je ne suis pas à Alger, je suis à Paris. Depuis quand? Depuis que je ne suis pas en retraite. Je dis, comment tu es parti à la retraite? Il m'a dit, tu crois que j'allais rester dans ce pays de sauvage? Et il m'avait dit au téléphone, j'ai vu les pierres du chemin. Parce que son père était huissier déjà. C'est un garçon bien, il joue au piano magnifiquement bien. Il était au conservatoire. Vous voyez l'évolution. Et c'était ça. C'était sur ces bases-là qu'il fallait construire. Et non pas... Maintenant, je conçois les Djounoun. Les gars qui s'étaient battus dans le Djebel, qui avaient vu l'armée française sur le dos pendant des journées, quand ils sont arrivés dans les villes et qu'ils ont vu les bourgeois musulmans, il n'est pas question que c'est eux qui commandent. Mais là aussi, il y a une responsabilité du gouvernement français. Parce qu'il fallait qu'on les mette en place. Il fallait qu'on les mette en place. Alors quand on les met en place, les préfets musulmans, en 62, ils sont tous rentrés en France. Ils n'étaient pas fous. Parce qu'être payé par le gouvernement algérien et peut-être égorgé, et venir en France et toucher le salaire de préfet ou de sous-préfet, c'était beaucoup plus intéressant. Ah, ça c'est comme Bokassa qui vivait avec la pension de capitaine de l'armée française.
Mais c'est ça. Non, il faut être honnête. Il ne faut rien cacher, cette chose-là. Il y a, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, moi, il y a des défauts, il y a des fautes, il y a des erreurs, mais je défends ma communauté parce que même si, parfois, on a commis des erreurs, sûrement, qui n'en commet pas, on n'était pas responsable. Étant donné, comme je dis toujours, au Parlement, il y avait 500 députés. On était 12 les députés d'Algérie. Si les 500 avaient voté pour que les Algériens soient français, même si les 12 Européens avaient voté non, loi de la démocratie. C'est pour ça. Et c'est pour ça que nous sommes, au même titre que les Algériens musulmans, nous sommes des victimes de la politique française. On est des victimes de la politique française. Parce que finalement, grosso modo, on s'entendait pas mal, on construisait un pays ensemble. Il a fallu des intérêts étrangers, parce que je mènerai toujours. Il n'y a pas que l'URSS qui voulait qu'on dégage d'Algérie, et les Américains. Parce que la France, avec le pétrole d'Algérie et le gaz d'Algérie, c'était l'égal de l'URSS et des États-Unis. Et à mon avis, ces États-Unis ont fait plus mal que l'URSS. Ça, c'est certain. Et si on avait eu des gouvernements malins, surtout le général de Gaulle qui avait été très ami avec l'URSS en 1945, j'aurais quitté l'OTAN, pour garder l'Algérie, j'aurais quitté l'OTAN et je serais rentré au pacte de Varsovie. Et là, on n'était plus emmerdé par les Russes qui payaient et les pays arabes qui payaient le FLN. Mais c'est vrai. Mais c'est de l'audace, seulement l'audace. Il faut s'appeler François Ier pour avoir cette audace de s'allier avec l'Empire ottoman. Hein, c'est de l'audace. C'est de l'audace. C'est l'audace d'un Louis XV qui comprend que les ennemis de la France, c'est plus l'empire d'Autriche parce qu'il est complètement à plat, ça devient la Prusse. Et on va le voir très vite. C'est tout. Et c'est de l'audace. Et c'est de l'audace, c'est un problème. Pas de problème. Il faut avoir de l'audace quand on gouverne. Je sais qu'on a critiqué la révocation de l'édit de Nantes. Mais il faut savoir que les partis protestants étaient devenus un État dans l'État. Et que si on avait fait un référendum à l'époque, 85% des Français auraient voté pour l'abolition des édits de Nantes. Bon, maintenant, on le voit avec un recul. Mais c'est comme quand Philippe le Bel a liquidé les Templiers. Mais il a liquidé un État dans l'État. Il s'est battu contre des puissances financières. Et là, un gouvernant, et vraiment, à 20 ans, je ne vous cache pas que je suis un des rares pieds noirs à voter non au référendum de septembre 62. Pour deux raisons, j'avais lu la Constitution. Et la deuxième, je savais qu'un mois avant, le général de Gaulle avait dit à un journaliste à Berlin, la seule solution en Algérie, c'est l'indépendance. Et quand j'ai dit ça au colonel Lemire, commandant le 2e RCP, j'ai montré le papier, il me dit « Oh, mais on va vider l'abcès de Gaulle ». J'avais 21 ans. Il dit « Alors là, vous rêvez, mon colonel, parce que c'est lui qui vous videra ». Il était beaucoup plus fort que lui. C'est tout. Mais c'est l'audace en politique. On n'a pas... On vit dans un monde de timoré. Moi, écoutez, je ne peux pas faire de politique, mais en fait, je me rappelle dans ma jeunesse, il y avait la 4ème République sur laquelle on a vomi. Mais au moins, la France n'était pas cassée en deux. Parce que Pinet, qui a sauvé le franc, il avait été élu par l'Assemblée qui était à gauche. Imaginez aujourd'hui, Filon élu par une Assemblée dirigée par Hollande. C'est pas possible. Cette constitution a cassé la France en deux. De Gaulle avait promis la fin des partis politiques. Pensez donc qu'ils ont encore plus d'importance aujourd'hui qu'ils en avaient à l'époque. Antoine Pinet a sauvé le franc. Mais Antoine Pinet, pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait un métier, était industriel. Aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent, quel que soit, ils n'ont aucun métier. Ce sont des professionnels de la politique. Moi, j'étais à Grenoble, vous avez peut-être entendu parler du fils Couvengne. À Grenoble. Carignon. Je le connais bien, Carignon. Mais Carignon, quand j'étais à Grenoble, c'est le moment qu'il a caché en mai 68 parce que les gauchistes voulaient le tuer. Il était président du JP. Je l'ai cassé dans le local qu'on avait avec les jeunes, là. Carignon, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il a fait des études, mais il n'a aucune expérience de travail. Aussi, le premier piège qui a été tendu est tombé dedans. Il aurait été un tout petit peu industriel ou un petit peu commerçant, il dit « Oh, mais là, il y a un piège ». Et il est tombé dans le piège, il est parti dedans. C'est tout. Et ils ne vivent que... Ce sont maintenant... le maire de la Grande Motte actuelle, Rossignol, c'est un garçon qui a été porté par le parti du RPR. Et puis tout doucement, il est monté. Et puis, on lui a donné des petits gâteaux. Moi, j'ai connu le père Couvengne qui était maire de la Grande Motte. Mais c'était une catastrophe. Mais on lui avait donné un petit gâteau parce qu'il avait été sage. Mais c'est un type, il était manutentionnaire, j'ai rien contre les manutentionnaires, en droguerie, dans une droguerie industrielle. Il s'est retrouvé président du conseil régional.
au lieu d'apprendre sur le tard, il apprenait rien parce qu'il était arrivé. Parce qu'ils sont là en plus. Et c'est ça. Et c'est la déficience. Ce dont on crève en plus, c'est la déficience du personnel politique. Et déjà en Algérie, on en a crevé. Ah, on n'écoutait pas. Tout le monde a vomi, les pieds noirs ont vomissé sur Mendes France. Mais Mendes France, il n'aurait jamais fait ce qu'a fait De Gaulle. Il aurait été plus intelligent, plus souple sur le truc. Il ne faut pas se moquer du monde. Et je vais plus loin. J'ai failli me faire nicher une fois aussi. J'ai dit les généraux putschistes, s'ils avaient pris le pouvoir, ils quittaient l'Algérie sous 2 ans. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est le pouvoir, ils s'en foutaient d'Algérie. Bien. Ben écoutez, j'espère que ça a été, je vous ai pas trop ennuyé. Non, ça a été. Mais vous avez un point de vue qui est totalement original. Oui, c'est des années de réflexion. Hein. Ce sont des années de réflexion. Quand on voit quelque chose, et au bout d'un moment, on se pose des questions. C'est vrai que quand j'avais 20 ans, j'étais formé politiquement. Hein. J'étais formé politiquement. Le groupe où j'étais, qui était le groupe d'Action Française, on faisait des cercles d'études tous les mercredis après-midi. Donc j'étais formé. J'avais lu Trotsky, j'ai lu Technique ou Tecta de Malaparte, j'avais lu Sauter de pensier d'Augustin Cochin. Donc j'avais une formation. Et ce qui me rendait malade, c'était de voir mes compatriotes qui ne voyaient pas les choses. Souvent, je leur disais, il m'appelait Trotsky parce que j'ai une petite barbe comme ça. Oui, dans mon bureau. Ah, mais toi, tu parles, tu penses trop. J'ai dit, il faut penser sur les choses, surtout dans une guerre. Nous vivons une guerre révolutionnaire, pas une guerre traditionnelle. Il faut penser. Une des erreurs, c'est le contingent d'Algérie. On n'envoie pas faire une guerre révolutionnaire à des gens non formés. Il fallait envoyer les chasseurs parachutistes, la Légion, et des gens du 5e bureau capables de récupérer les populations. Et je peux vous assurer qu'on en a récupéré des populations. Parce que les bavures du FLN, c'était 8 fois les bavures de l'armée française. Les bavures de l'armée française, en général, c'était des vieilles moukers violées dans une mechta, alors que le gars, il avait eu des rapports avec elle 3 ou 4 fois, mais les fils l'avaient surpris, ce que j'ai connu. C'était des vols de transistors par-ci par-là qui ne volaient pas qu'aux Arabes, du reste. Hein. Bon, c'est tout, les vols de madriers. Je terminerai sur une histoire de vol de madriers qui est magnifique. J'étais dans la grande banlieue d'Alger, toujours à m'occuper de la population musulmane. Et puis, bon, j'avais une position privilégiée, c'est-à-dire qu'il y avait un sous-lieutenant dans le poste, mais quand j'avais envie de dire maire, je disais maire parce que moi j'étais là, délégué par ce secteur Alger Sahel. Du reste, on s'entendait assez bien parce que bon, c'était un intello, mais il n'était pas très courageux. Mais enfin, c'est une autre histoire. Et puis, un jour, il s'amène, il a le petit short, le colt, le chapeau de brousse, dans un endroit qui était pacifié. Donc, c'est la nuit qu'il y avait des problèmes. Les gars qui passaient. Enfin. Et puis, il me dit, on avait des territoriaux, 25 territoriaux, des unités de réserve, c'était plus territoriaux. Il me dit, on était dans une ferme, le patron de la ferme était au premier étage, il nous faisait payer l'eau, mais il nous donnait le vin. On payait l'eau, mais il nous donnait le vin. À gogo, les gars, ils en profitaient. C'était un petit rosé, super. Bon. Il me dit, il faudrait qu'on agrandisse les douches. Il me montre Je dis, oui, mais il faudrait des... Il me dit, ouais, regarde, oui, pourquoi pas. Et puis, il arrive un sergent dans une équipe, et le lieutenant, il dit, ah, tu sais, il faudrait... Je dis, ouais, d'accord, bon, mais ça... Le lendemain matin, je me lève à 6h30 pour ouvrir mon bureau des pleurs. Et il y avait des madriers dans la cour. Il s'amène, le chef, le sergent, il me dit, tu as vu les madriers? Je dis, ils sont beaux, ces madriers. Je dis, c'est démerdé. Vers 8h30, je vois arriver, il y avait un chemin qui montait vers la ferme, deux chevaux, il s'arrête, il me descend, le gars, la belle cachabia, bouchèche bien blanc, chef d'îlot. Salam, comment tu vas? Et toi, ça va? Et tu m'amènes des poivrons piquants la prochaine fois que je viens. Et j'ai dit, pourquoi tu viens? On m'a volé des madriers cette nuit. J'ai dit, ils sont comment tes madriers? Il dit, comme cela. Ah bon, d'accord. T'inquiète pas, je m'en occupe. Je reprends la deux chevaux, il part. Arrive le lieutenant à midi. J'ai dit, madriers, il faut les rendre, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois qu'il s'appelait. Il faut les rendre à M. Liti, il faut les rendre des madriers. Vous êtes fous, on s'en fout, c'est bico. C'est bougnoul. Le général de Gaulle a dit qu'on était français à part entière. Ils sont français, il n'y a pas de raison qu'on leur vole les madriers. Ces madriers, j'étais première classe, moi, et il était lieutenant. Ces madriers, on va les prendre et on va les rendre aux gars. Oh, je dis, vous voulez pas? Alors, bien, et j'appelle ce secteur Alger Sahel. Je fais mon rapport au commandant.
dit bon, ça va. Il raccroche, il appelle le gars, il ramène une madrigue à l'arabe. Il revient le lendemain, l'arabe. Salam, salam. Tu sais comment ils sont ça, ça va. Tu fumes Dukhan et t'es mon. Et il me dit, ah, ça y est, j'ai retrouvé les madrilles, on me les a rendus. Je dis, c'est bien. Ah, mais tu es content? Il me dit, oui. Maintenant, il me dit, combien tu en veux de madrilles? Je t'en donne. Le sous-lieutenant était sur les fesses. Et il nous avait donné les madrilles. Je dis, vous voyez, et c'était des trucs comme ça dont je me battais toute la journée. Toute la journée.